Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique a consacré cette fin de semaine à la visite des zones de tri et de transit des déchets solides. Objectif, voir comment fonctionne le personnel qui évolue dans ces différents regroupements et surtout les défis qui s'imposent. Et puis, à Dubreka donc a de grandes potentialités agricoles, mais l'année dernière, plusieurs hectares de champs de riz ont été inondés, se plaignent les paysans qui se sont retrouvés donc pour exhorter l'État à construire des digues afin de favoriser une irrigation contrôlée. Après son procès à Kankan, à l'issue duquel il lui a été interdit toute activité religieuse en Guinée, l'imam Ismaïla Nanfo-Diaby est à Conakry pour interjeter appel à la cour d'appel de Conakry. On se rappelle, il y a quelques mois, l'imam a été découvert en train de faire prier en langue mandinka. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique a consacré cette fin de semaine à la visite des zones de tri et de transit des déchets solides. Objectif, voir comment fonctionne le personnel qui évolue dans ces différents regroupements et surtout les défis qui s'imposent. Et là, Papakoli Kourouma a mis l'occasion à profit pour annoncer la réception très bientôt des engins pour le ramassage des ordures. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma pour le détail. Fossidé, Koloma, Centre-Mère et Enfants et Kakimbo sont des zones de tri et de transit des déchets solides. Des montagnes d'ordures ont régné à mettre ici avant que la donne ne commence à changer. En lieu et place de ces immondices, nous avons construit des zones de tri et de transit, des points de regroupement modernes qui sont aujourd'hui fonctionnels. Le gouvernement guinéen se retrousse les manches certes, mais il n'est pas seul sur le terrain. Des partenaires apportent un coup de pouce aux autorités, reconnaît le ministre. Nous avons deux programmes. Le programme Sanitaire Ville Propre, piloté par l'Union européenne et Enabel, qui ont fait cette zone de tri. Les autres sont réalisés par le programme de la BID et c'est un travail continu. Si ce programme porte, il sera élargi dans les capitales régionales. En attendant, le département concentre ses efforts à l'équipement des agents de terrain pour faciliter leurs conditions de travail. Dans les jours à venir, nous allons recevoir 56 engins dédiés à l'assainissement. Nous verrons maintenant comment essayer de faire, de dupliquer ce que nous avons fait ici à l'intérieur. D'abord, ça va commencer par les capitales régionales, ensuite on ira dans les préfectures. Tout ceci ne peut réussir que si les populations se montrent respectueuses des normes environnementales, dira Papakoli Kourouma. Ce n'est pas encore parfait, il reste encore beaucoup à faire, et d'ailleurs beaucoup encore à faire. Ce qui pourra nous aider, c'est la sensibilisation des populations, c'est le comportement citoyen pour le respect de notre environnement, qui pourra faire de Conakry une ville propre. Dans le même registre, la gestion des déchets à Conakry n'est pas encore gagnée malgré la floraison des PME. Dans certains quartiers de la capitale, difficile d'y vivre à cause de l'insalubrité. Pour lutter donc contre cette réalité, des acteurs de la société civile viennent sensibiliser des femmes de ménage pour changer la donne. Malik Sangiana Kamara et Yacouba Traoré signent ce reportage. C'est une synergie d'action des acteurs de la société civile à lutter contre l'insalubrité, notamment les déchets plastiques dans la capitale. Ces acteurs, conscients de leurs responsabilités sociétales, ont mis cap ce samedi sur le quartier Sangoya pour sensibiliser dans les ménages. Il s'agit d'une sensibilisation de porte à porte auprès des femmes et autorités locales dans l'optique de mieux gérer les déchets et en tirer profit. Nous voulons interpeller la conscience de la population d'abord. Nous voulons aussi interpeller la conscience professionnelle des entrepreneurs. Nous voulons également aussi interpeller le gouvernement à accompagner les initiatives des associations qui veulent militer pour lutter contre les déchets. Nous voulons également aussi attirer l'attention des institutions internationales qui sont les partenaires du pays pour pouvoir rendre les critères flexibles afin d'intégrer
dans le programme, dans le processus de gestion des décès, toutes les associations, tous les mouvements qui ont la volonté d'y aller, de n'exclure personne. Vivre dans un environnement pollué ne peut être source de maladies pour la population. La directrice générale de l'assainissement et de salubrité publique à pied d'œuvre se réjouit de cette campagne. C'est un sentiment de satisfaction pour moi, surtout quand je vois des femmes comme moi qui sont sur le terrain, qui se battent pour la santé de la population guinéenne. Parce que qui parle de saleté parle de maladie. C'est des actions à soutenir. C'est des actions vraiment à pérenniser. C'est des actions auxquelles les quartiers sont obligés de s'impliquer pour rendre leur quartier propre. Ces acteurs de la société civile qui visent à débarrasser Conakry de cet tas d'immondices comptent poursuivre cette initiative dans toutes les 5 communes de la capitale. Dans l'actualité également, la nouvelle structure du Front national pour la défense de la Constitution a rendu public ce week-end à Conakry une déclaration. Dans ce document, le FNDC se félicite de la libération la semaine dernière de cette détenue politique, un acte qui a eu lieu grâce à leur implication dans les négociations, disent-ils. Bernard Koundouno, Ibrahima Sur Kamara pour le compte-rendu. À peine déclarés responsables du Front national pour la défense de la Constitution, ces jeunes sont venus ce week-end devant la presse pour présenter leur première activité sur le terrain, mais aussi remercier le chef de l'État qui vient de gracier cette détenue politique. Le Front national pour la défense de la Constitution remercie le président de la République pour la libération de ces détenus, même si nous expérions la libération totale et sans condition de tous les autres. Le FNDC, dirigé par cette équipe, se félicite de cette opération réussie grâce à leur implication dans les négociations. Pour une sortie de crise, ces jeunes invitent les responsables religieux à s'impliquer davantage dans les pourparlers. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, réaffirme que la seule solution pour une sortie de crise est celle d'inclure toutes les parties prenantes. C'est pourquoi nous demandons puissamment aux leaders religieux et aux coordinations régionales de nous aider à atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Dans leur déclaration, le Front renouvelle son engagement au peuple de Guinée à poursuivre son combat qui est celui de défendre la Constitution. Il invite également les familles des détenus politiques à garder espoir tout en leur soutenant dans leur lutte pour la libération de leurs enfants. Des acteurs de la société civile se préoccupent de l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement. Ce samedi, ils se sont concertés avec des cadres du gouvernement en vue de l'application de l'article 44 du Code minier qui consiste à procéder à la réhabilitation et à la fermeture des sites dévastés par l'exploitation minière. La rencontre s'est traduite donc comme une sorte de plaidoyer auprès des autorités. Alcine Bari, Aliouba pour le compte-rendu. Il y a de nombreux sites miniers laissés à l'abandon sans aucune réhabilitation. Cela ne laisse pas indifférent ces acteurs de la société civile. Ils dénoncent de vive voix cette réalité car il existe des textes en la matière. Nous remarquons que l'élaboration des tests d'application de cet article est retardée. Donc les tests sont en souffrance. Donc nous interpellons le président de la République et son gouvernement d'instruire vraiment les services compétents pour prendre rapidement les tests d'application. Interpeller, faire des propositions, c'est l'objectif d'Alpha Abdoulaye. Pour lui, il est indispensable que l'État veille à l'application de l'article 44 du Code minier, un article qui consacre largement à la réhabilitation des sites dévastés. Ça fait déjà 8 ans que notre Code minier est en vigueur. Donc il est important que cet article 144, qui est pour nous très important, à l'image du FODEL, à l'image de l'ANAFIC, aujourd'hui cet article 144 va boucler la boucle.
La démarche est salutaire selon le chef du département normes et législation environnementale. Ensemble, ils souhaitent œuvrer pour le bonheur de la population locale. Cette initiative, elle est à saluer parce qu'elle va dans le sens de la protection non seulement de l'environnement, mais également des communautés qui sont les communautés riveraines, n'est-ce pas, ces projets d'exploitation minière. L'exploitation minière est le levier de l'économie guinéenne. Pour continuer à tirer ce profit, la sécurisation des communautés et la restauration du couvert végétal restent indispensables. Je vous l'annonçais au sommaire, Dubrika a de grandes potentialités agricoles, mais l'année dernière, plusieurs hectares de champs de riz ont été inondés, se plaignent les paysans. Ils se sont retrouvés pour exhorter l'État à construire des digues afin de favoriser une irrigation contrôlée. Mamadou Sadioba commente les images d'Amara Alexila. Nous sommes à la plaine de Bamba, préfecture de Dubrika, où l'agriculture est très propice. Mais à en croire les populations, plusieurs dizaines d'hectares ont été inondés l'année dernière. Une crainte de famine hante l'esprit des citoyens. Qui est aujourd'hui complètement en abandon. Parce que si vous voyez, il y a plus de milliers de hectares qui sont là. Mais aujourd'hui, voilà, comme on voyait du riz, pendant une année, tu es derrière quelque chose et finalement, tu n'as pas de résultat. Mais le problème, c'est quoi réellement? Le problème est que c'est de l'eau salée qui rentre pour endommager les cultifs du riz. Donc, à travers le gouvernement et ces ministères de l'agriculture qui peuvent nous aider pour bloquer, n'est-ce pas, cette eau-là, pour donner la vie à les gens de cette eau. Vous parlez d'un problème de digues? Les digues. Les techniciens sont là. Et quand les digues qui étaient là, qui étaient mis, c'est gâté. Donc l'eau ne fait qu'un tourdir maintenant dans les champs pour gâter, n'est-ce pas? Le directeur préfectoral de l'agriculture se dit conscient des difficultés que traversent les paysans. Des études approfondies seront faites pour sortir définitivement les agriculteurs de cette situation inconfortable. Bon, nos constats, c'est des constats amers. C'est un domaine, c'est une plaine. L'année passée, vraiment, la population n'a pas pu récolter du riz compte tenu de l'inondation qui a été faite. Franchement, quand vous prenez la préfecture de Dubrika, c'est cette plaine-là qui a été prise en compte par le projet Saritem. Ce paysan souligne que toute leur vie est liée à cette plaine. Toutes les infrastructures obtenues sont les résultats des exploitations de ces terres. C'est pourquoi il demande à l'État de reconstruire des digues plus consistantes pour favoriser une irrigation contrôlée. Tout ce que nous gagnons, c'est grâce à nos travaux champêtres. C'est ce que nous connaissons. Nous sollicitons encore l'aide de l'État. C'est lui qui a construit autrefois les digues. Donc tous ces barrages sont détruits. Il faut qu'il agisse, car l'eau salée commence à nous fatiguer. Donc, en attendant cette aide attendue par ces populations, ces agriculteurs se débrouillent avec les moyens de bord. Retour ici à Conakry, les opérations de déguerpissement entamées il y a quelques semaines suscitent des polémiques dans certains quartiers de la capitale. C'est le cas de la commune, le quartier de Nongo, dans la commune de Ratoma. Dans ce quartier, les frères jumeaux Makanera accusent le PDG de l'Agripresse d'avoir corrompu certaines autorités communales afin que leur bâtiment soit marqué, alors que selon eux, il est loin de faire l'objet d'un encombrant physique, donc ne doit pas être démoli. Mais les citoyens du quartier voient les actes des deux frères d'un autre œil. Ils pensent qu'ils useraient de leur rang social pour empêcher cette démolition. Ali Badra Kamara et Kouria Boukourma. C'est un dossier qui remonte à 2004, donc avant les opérations de déguerpissement sous l'ère Alpha Condé. Selon les frères Makanera, à l'époque, le PDG de l'Agripresse les a demandé de lui revendre cet endroit. Mais le concerné a une autre version. Pour lui, les frères jumeaux ont anarchiquement occupé cet endroit. Ici, les titres fonciers opposent les deux parties. Le titre foncier même d'ici, c'est une rue de 10 mètres. Nous, on est à 11 mètres 50. Ce qui est évident qu'on ne peut jamais refuser
Quand on agrandit une route, on prend l'axe. Si c'est une route de 10 mètres, on veut aller à 14, on prend 2 mètres ici, on prend 2 mètres par là. Regardez, on a mis les croix ici, on n'a rien mis ici. Ça sent de la corruption. Face à cette situation, le PDG de l'Aguipresse ne reste pas sans mots. Il veut juste que la justice soit rendue dans cette affaire avec l'implication des autorités du pays. Moi, j'ai un titre foncier qui dit 15 mètres. Le titre foncier, il est là, il est au ministère. Il allait falsifier les dossiers pour dire que c'est une route de 7 mètres, de 8 mètres. Tout ce que je demande, moi, je n'aurais jamais intervenu s'il ne m'avait pas insulté et menacé de mort. Je demande au professeur Alpha Condé, c'est lui qui a pris la décision, ils n'ont qu'à diligenter. S'il se trouve dans la route, qu'on casse. S'il ne se retrouve pas dans la route, qu'on le laisse. Je n'ai pas de problème. Si ma maison même est dans la route, qu'on me le dise que je casse. Mais il n'y a pas de raison qu'on casse pour tout le monde et qu'on laisse. Pour les frères Makanera, les opérations de déguerpissement concernent seulement les installations qui ne respectent pas les normes de l'urbanisme. Selon eux, ils sont installés derrière les poteaux électriques. C'est pourquoi ils crient à l'injustice. Je vous ai dit 2 choses. Premièrement, vous regardez les poteaux électriques, par là et de l'autre côté. Nous sommes derrière les poteaux. Deuxièmement, vous voyez le parfum de corruption. Quand on veut augmenter la route, c'est des 2 côtés. Pourquoi un côté? Là où le monsieur veut transformer en parking, c'est là-bas. S'il y a quelqu'un qu'on doit faire quitter ici, où on devait se plaindre contre quelqu'un, c'est lui. Parce que le matin, tout ici, c'est obstrué, alors qu'il n'a qu'une parcelle. Sur la question, le PDG donne des précisions et insiste sur l'implication des autorités dans la résolution de ce conflit. Ces poteaux ont été installés par moi et ces poteaux-là ne datent même pas d'1 année. Ces poteaux n'ont rien à voir. C'est tout ce que je demande. Le ministère n'a qu'à diligenter une enquête. Qu'il commence là. La route, elle est là. Elle est déjà visible. Elle fait 15 mètres. Si une route peut faire 15 mètres au début et finir par 4 mètres, à l'État d'en juger. Voilà, c'est tout. Le marquage de la propriété privée des frères Makanera est selon eux une complicité de Makabari qui veut juste faire de cet endroit un parking privé. Si j'occupe l'emprise de la route, qui est État ici pour s'opposer à moi? Je crois que c'est l'État qui doit s'opposer, ce n'est pas une personne privée. Et quand vous allez au ministère de l'Habitat, il y a une plainte contre nous pour dire que nous occupons l'emprise de la route. Il faut casser chez nous pour qu'on mette le parking à sa place. Une accusation qui est rejetée en bloc par le PDG de l'Aguipresse. Cette fois-ci, je ne suis impliqué ni de près ni de loin. Malheureusement, il veut mettre sur moi. Il est venu m'insulter ici. J'ai demandé à mes hommes de ne pas répondre. On aurait pu répondre. Tout à l'heure, vous voyez, il est en train de m'insulter, mais je ne réponds pas. Il y a une semaine depuis que ce bâtiment a été coché. Mais juste là, aucun acte des autorités et les citoyens crient à l'injustice dans les opérations de déguerpissement. Je vous l'annonçais encore au sommaire après son procès à Kankan, à l'issue duquel il lui a été interdit toute activité religieuse en Guinée. L'imam Soumaïla Nanfo Diaby est à Conakry pour interjeter appel à la cour d'appel de Conakry. On se rappelle, il y a quelques mois, l'imam a été découvert en train de prier en Maninka, ce qui a attiré l'attention du monde musulman sur ce promoteur de la langue Nko, Ismaël Nabé et Ibrahima Souri Souma. Il y a quelques mois, il était sous projecteur sur les réseaux sociaux et dans les médias. Selon certains avis, il peut bien prier dans sa langue maternelle, tandis que d'autres pensent carrément le contraire. Pour régler donc l'affaire, les autorités religieuses du pays ont décidé d'interdire à cet imam toute activité religieuse en Guinée. Après donc le verdict à Kankan, Soumaïla Nanfo Diaby interjette appel. Une plainte qu'il a fait déposer à la Cour suprême de la Guinée, à la chambre administrative de la Cour suprême de la Guinée, par rapport à la décision du secrétariat général des affaires religieuses qui le sanctionnait et qui l'interdisait toute activité d'ordre religieux sur le territoire de la République de Guinée. Pour Soumaïla Nanfo Diaby et ses collègues,
La décision d'interdiction est contraire aux dispositions constitutionnelles. Donc pour lui, cette décision qui est illégale et qui est contraire à la Constitution, donc la plainte vise à annuler vraiment cette décision. Donc c'est ça l'objectif et le motif de sa présence à Conakry. À la question de savoir s'ils espèrent établir Namfo Diaby dans ses droits religieux, la réponse est claire. Par rapport à la Cour suprême, il dit que vraiment, s'il a porté plainte à la Cour suprême parce qu'il a confiance en la justice guinéenne, et il sait que la vérité est de son côté, le droit est de son côté, le droit serait dit, il n'imagine même pas vraiment que la Cour suprême va lui donner tort, parce qu'il sait que vraiment, c'est vraiment clair et net que sa liberté religieuse est brimée et qu'il sera rétabli dans ses droits. La constitution guinéenne garantit plusieurs libertés aux citoyens du pays, notamment celles liées à la pratique religieuse. Deux familles voisines ont exprimé leur mécontentement hier à Kaloum. Les hommes et les femmes ont spontanément manifesté pour, disent-ils, réclamer justice pour leur frère qu'ils croient décédé en prison. Le détenu est reproché d'être un trafiquant de drogue, une accusation que sa famille refuse de croire. C'est un reportage de Fatoumata Bintabari. C'est une famille qui n'arrive pas à contenir ses émotions après la disparition, dit-on, d'un membre en détention. La colère s'empare de la famille, du voisinage et la manifestation touche tout le quartier Manquépa. Un pays de droit comme la Guinée, on prend un membre de notre famille innocemment arrêté, on l'envoie à l'OCAD. Nous nous mobilisons, moi personnellement je suis allé pour sa rencontre. On m'a chassé, qu'on ne peut pas le rencontrer. Et moi, pertinemment, je sais qu'il était innocent. J'ai tout fait. Des jets de pierre et des barricades pour réclamer justice pour leur frère Almassouma, accusé de trafic de drogue. Même son avocat n'aurait pas eu la possibilité de le rencontrer. Maître Koulibaly a dit au procureur de la première instance de Dixine pour qu'on le laisse qu'il rencontre son client. Impossible. Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont tué. Dieu est là. Il va rendre justice. Et ça ne se passera pas comme ça. Et le dernier mot à l'endroit de l'État, s'il vous plaît. Le dernier mot que je vais lancer à l'OCAD. Ils vont nous massacrer. Moi, personnellement, ils vont me massacrer avant l'enterrement de Alama. Faut-il préciser que le procureur de la République n'a jusqu'à présent pas officiellement fait observer la disparition de Alamassouma. Comment amener les citoyens à participer au contrôle citoyen de l'action publique? C'est une thématique qui a réuni ce samedi à Conakry des acteurs de la société civile. L'initiative est surtout axée dans le domaine de la santé. Alors les professionnels ont activement part au débat. Abdourahmane Sénateur Diallo, Aboubakar Kekebangoura. Ils échangent autour des aspects liés au mécanisme de la démocratie et de la bonne gouvernance. Par le biais de cette initiative, ces acteurs de la société civile orientent leur débat vers le volet santé. C'est ainsi qu'ils entendent procéder à un véritable contrôle citoyen de l'action publique. Il faut savoir faire la part des choses entre la défense de l'intérêt général et la défense de l'intérêt partisan. Parce qu'en réalité, la nuance entre la société civile et la société politique, c'est le type d'intérêt qu'on défend. Le politicien défend l'intérêt partisan et la société civile défend l'intérêt général de la population. Ce cadre d'échange ne peut pas se limiter exclusivement au domaine de la santé. Alors, Dr Dansa Kourouma leur prodigue des conseils. Notre travail est de veiller auprès des communautés à ce que l'action publique qui leur est destinée soit pertinente, soit efficace, soit efficiente. Les professionnels de la santé se réjouissent et comptent sur les résultats de ces entretiens. Nous allons continuer la formation sur le financement en santé et sur le leadership transformationnel en santé et d'autres formations qui vont suivre. Tout ça, c'est pour mettre à disposition des professionnels de santé des outils qui pourront les permettre d'aller vers la moralisation,
comme l'a souhaité M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Au terme des discussions, les participants se disent outillés. La moralisation du secteur médico-pharmaceutique ne souffrira d'aucun mal, ont-ils promis. L'école Les Sauveurs vient de livrer près de 800 apprenants sur le marché de l'emploi. Ils sont des infirmiers d'État, des sages-femmes et des techniciens de santé publique. Ils reçoivent leur sésame avec ferveur. Également, ils se réjouissent de la qualité des enseignements reçus durant leur cursus. Sur place, Mamadou Boiba, Aliouba ont recueilli leurs témoignages. C'est le Palais du Peuple qui a servi de cadre à l'événement. Satisfaits de la formation reçue pendant le cursus, les nouveaux diplômés disent être prêts à affronter le marché de l'emploi. Oui, nous sommes prêts fin prêts pour le marché d'emploi. Puisque dès la première année, on a commencé les stages. Fondée en 2009, l'école Les Sauveurs totalise de nos jours plus de 800 diplômés dont la plupart travaillent aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Le fondateur de l'établissement ne cache pas sa satisfaction. En un mot, je dirais que c'est un Dieu donné. Ce n'est pas ma force, c'est vraiment Dieu. Je suis à la 11e promotion et ça nous fait au moins les 800 diplômés dans le marché de l'emploi. Entre infirmiers d'État, sages-femmes d'État, techniciens de santé publique et techniciens de laboratoire. Parmi ceux qui fréquentent l'école Les Sauveurs, il y a des gens qui sont déjà diplômés dans d'autres universités. Ils se recyclent pour avoir une formation qui leur donne accès à un emploi. Bon, très content de sa formation. Ce qui m'a motivé, j'ai connu des anciens collaborateurs à moi qui travaillaient dans un autre domaine. Moi, je travaille dans les finances. Je suis employé dans le privé, dans des banques. Et j'ai connu des anciens collaborateurs qui ont décidé de quitter et d'aller se former là-bas à Labo et qui travaillent. Et actuellement, ils sont allés au Burkina Faso. Ils ont été remarquables. J'ai échangé avec ma belle-sœur, elle avait déjà fait la comptabilité. J'ai décidé, compte tenu de la qualité de la formation des sauveurs, de l'envoyer là-bas et nous sommes très satisfaits. Le représentant du ministère de la Santé à la cérémonie s'est dit satisfait de la qualité de la formation offerte par l'école professionnelle Les Sauveurs. Il invite les jeunes à s'approprier des nouvelles technologies. Aujourd'hui, tous les métiers du monde sont basés sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Apprenez l'informatique, apprenez à faire des consultations pour vous mettre à jour. Un moment viendra, quand vous voulez connaître comment une épidémie comme le Covid-19, il faudrait que vous alliez sur l'informatique pour voir réellement comment cette maladie évolue. À présent, la revue de la presse, le cabinet du chef de file de l'opposition dévoile en quelques lignes sa rencontre avec le président de la République. Alpha Condé a également reçu Ibn Chambash. Voyons tout cela avec Djibril Ba. Bonsoir. Que contient le mémo remis à Alpha Condé, les confidences de Baouri, titre à sa une, africaguinée.com. C'est un texte qui va dans le sens de l'intérêt de tous. Le deuxième élément, c'est que je dois dire, les points essentiels qui figurent dans ces mémos vont dans le sens de mettre en valeur les mesures politiques susceptibles de contribuer à l'apaisement, à la décrispation et au renforcement de la concorde nationale. Ce sont les points essentiels qui ont été abordés à ce niveau-là, a dit Baouri, cité par l'auteur de l'article. Il a été question aussi, selon Baouri, de la fermeture des frontières. Le cabinet du chef de file de l'opposition a souhaité que l'élargissement aille au-delà des frontières guinéo-sierra-léonaises. De toutes les façons, nous n'avons absolument rien promis au chef de l'État, a indiqué Faya Milimono dans les colonnes de Guinée 114. Faya de rajouter que nous sommes de l'opposition et n'avons pas d'ordre à recevoir du président de la République. Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition, les limites d'un géant de circonstances, écrit Guinée News. Si aujourd'hui les portes de toutes les institutions lui sont ouvertes, Mamadou Sylla reste cependant confronté à une fronde interne à l'Assemblée nationale. Certains de ses collègues élus au Parlement refusent de le voir jouir de son rôle de chef de file de l'opposition, étant donné, selon ses détracteurs, qu'il a accompagné le président candidat Alpha Condé lors de la présidentielle du 18 octobre.
lit-on sur le site. À la une, cette semaine, Alpha Condé à Mamadou Sylla, il n'y a pas de cogestion du gouvernement. Il y a des gens qui ont été élus, pointe Vision Guinée. Ceux qui gouvernent, selon le chef de l'État, peuvent discuter avec tout le monde pour voir où il y a de bonnes idées et s'associer avec ceux qui peuvent être associés. Nous sommes ouverts, mais il n'y a pas de cogestion ni avec le syndicat, ni la société civile, encore moins l'opposition. L'opposition guinéenne bat de l'aile, écrit à sa une Guinée Matin. Alpha Condé avait promis d'anéantir l'opposition. Pour atteindre l'objectif, il n'est pas allé des mains mortes, j'allais dire, la fin justifiant les moyens. Il n'a ménagé aucun effort pour mettre ses opposants hors d'état de nuire. Selou et Sidia, isolés, relèvent Africa-Guinée. L'opposition qui avait gardé une certaine homogénéité dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé connaît un grand chamboulement. Notre confrère s'interroge, sont-ils isolés du jeu politique? Non, tranche leur entourage qui estime que le camp de Mamadou Sylla et compagnie est une opposition taillée sur mesure par le pouvoir en place. À la une cette semaine, Sékou Touré, les dessous de la rencontre Alpha Condé-Ibn Chambas, titre Convergence. La rencontre est axée autour des détentions des politiques. Vision Guinée voit la nécessité de l'unité et de fin de la violence. D'après le quotidien, la Guinée a tangué, mais heureusement, elle n'a pas chaviré. Elle a toujours trouvé en elle la force de résister. Les colombes ont emporté sur les oiseaux de mauvais augure. Les bonnes âmes ont réussi à démentir les prophètes de malheur. Une seule réponse s'impose, trouver à nous l'énergie nécessaire de nous retrouver et de faire prendre corps et un slogan, j'allais dire, à la bouche de chacun de nos concitoyens, bâtir une Guinée unie et prospère. Merci à Djibril Ba pour cette revue de la presse. Ce journal a été coordonné par Djibril Ba grâce à l'assistance technique de Lamine Sidibé et Aboukar Fouté Souma. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Espace TV. Regardons bien. Au revoir.